Alors, on va ouvrir cette table ronde. Je suis vraiment ravie. Merci beaucoup à mes intervenants. Tout de suite, donc, on va essayer de répondre à cette question. Quels sont les leviers à activer par la puissance publique pour valoriser les entreprises engagées dans une démarche RSE? On va commencer donc avec Alexandra Pal, donc directrice générale de la responsabilité sociétale de L'Oréal, mais pas que. Vous êtes également membre du COMEX et vous chargez de la fondation. Vous allez tout de suite nous proposer, nous faire partager les deux propositions, la numéro 1 et la numéro 3. Alors, je vous laisse commencer, Alexandra. Oui, bon après-midi. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à être venus pour ce forum. C'est vrai que ce que je voudrais dire, ce qui me fait aussi un peu réagir aux interventions qui ont précédé, c'est que je pense que maintenant, il est vraiment temps de passer à une accélération et à une cohérence. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que ces débats-là, moi je fais ce métier depuis un certain temps, je m'occupe de la RSE chez L'Oréal depuis 8 ans maintenant, et j'ai encore souvent, quand je vais dans des forums ou des conférences, l'impression qu'on dit « Ah bon, la RSE apporte quelque chose à l'entreprise, la RSE c'est une priorité, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise, c'est essentiel, etc. » Donc maintenant, il est vraiment temps, le moment est venu pour dépasser ces discours-là et arriver à une accélération, à une cohérence entre les déclarations et les moyens qui sont employés. Et je pense que c'est cela qui est attendu, pas juste des entreprises d'ailleurs, c'est attendu de nous, et on espère d'être à la hauteur des enjeux et de la demande, mais c'est aussi attendu de l'État. Et je pense que nos propositions vont dans ce sens-là, parce que on sait comment fonctionne un peu le monde économique et en général la responsabilité pour des fonctions. Il faut quelqu'un in charge, il faut quelqu'un soit responsable, il faut que cette personne soit au plus haut niveau. Donc cette sensation d'urgence, d'accélération nécessaire et de mise en cohérence nous incite de demander, que dans les entreprises, il y a vraiment quelqu'un au sein du comité exécutif qui est en charge de ces questions, parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut difficilement expliquer à ses salariés, on peut difficilement expliquer à ses parties prenantes que cette transformation est aussi importante que la transformation digitale ou le résultat si on n'a pas quelqu'un qui arrive au même niveau à faire entendre sa voix dans toutes les décisions business et à toutes les décisions de l'entreprise tout court et dans la stratégie bien sûr. Et on demande également que cela soit fait au niveau de l'État. Donc, la proposition numéro 3 qu'on porte donc, en tant que groupe était de dire qu'il faut absolument la nomination d'un directeur RSE auprès du Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit que la commande publique ne suit pas du tout les bonnes résolutions et les déclarations. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, il y a des critères RSE dans la commande publique. Donc, dans le cahier de charges, vous avez des mentions qu'il faudrait que les entreprises à qui on confie donc, le budget de l'État soient responsables, intègrent le critère de transition écologique et d'inclusivité dans leur manière de fonctionner, mais dans la réalité, malheureusement, ce critère n'est pas pris en compte. Donc on est loin d'un objectif, et moi je pense personnellement, et je pense que le groupe s'est accordé sur ce sujet, que 100% de la commande publique doit être responsable aujourd'hui. On ne peut pas dire transition, on ne peut pas dire relance verte, et toujours avoir de la commande publique qui va à des entreprises qui ne sont pas évaluées sur ce critère. Donc ça, c'était un des points forts qu'on voulait faire entendre. Merci beaucoup, Alexandra. On va continuer donc avec l'autre président, Paul Duhan, qu'on peut applaudir. Bonjour. On peut applaudir Alexandra aussi. Voilà, c'était pour Alexandra, on est d'accord? Moi aussi. Paul Duhan, donc vous êtes président de Base Impact. Concrètement, voilà, vous pouvez nous présenter cette proposition numéro 2, c'est développer la coopération entre territoires en développant les réseaux à impact. C'est ça, parce que comme le vient de le présenter Alexandra, un des gros axes de notre groupe de travail était de réfléchir à l'impact de la puissance publique sur la RSE. On l'a vu avec la vidéo de Bruno Le Maire qui appelle de ses voeux à ce que la RSE soit vraiment quelque chose qui soit cœur
dans notre économie. Et évidemment, l'État a un rôle à jouer là-dedans, donc à la fois à travers les achats. D'ailleurs, c'est aussi le sujet d'une autre proposition, la proposition 6, sur le fait d'aller évaluer concrètement le rôle, l'atteinte des objectifs RSE dans la commande publique. Juste pour souligner ça, c'était la chronique de ce matin. La 4e étude d'Ecovadis vient de dire que tous les critères augmentent, au minimum de 9% sur les critères environnementaux, sociaux ou encore des droits de l'homme. Mais en termes d'achat responsable, il y a une grosse lacune. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose à améliorer. Tout à fait. Et non seulement d'ailleurs mettre ses objectifs, mais en plus derrière les vérifier et puis être accountable, comme on dit, qui est un des gros, qui est le pendant sans lequel les objectifs eux-mêmes ne veulent rien dire. Et pour aller plus loin, ce qu'on s'est aussi dit dans ce groupe de travail, c'est que c'est aussi important que la puissance publique ne soit pas juste en bout de chaîne, ou dise pas juste, bon voilà, la RSE, c'est ci, c'est ça, mais fasse partie de l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production de la RSE, de ces projets d'innovation d'intérêt général. Donc on a développé cette proposition numéro 2 en disant en fait l'État peut s'appuyer sur des choses qui existent, sur des réseaux, sur des lieux d'innovation. Ça peut être des pépinières, des tiers-lieux, des incubateurs, etc. Pour aller favoriser l'émergence de nouveaux projets d'innovation à impact. Et plus concrètement, donc, sur la proposition 2, en fait, le thème, c'est à la fois développer donc, ces lieux et ces réseaux territoriaux d'innovation à impact, et deuxièmement, dans le cadre du plan de relance, se servir de ces réseaux et de ces lieux pour aller déployer les crédits sectoriels du plan de relance au niveau territorial. Justement, comment la puissance publique, elle peut organiser comme ça sur les territoires, fédérer ces nouveaux acteurs, et surtout comment on passe du local au national? Alors, sur la première partie de ta question, comment l'État peut le fédérer? Il le fait déjà peu ou prou. Donc il y a des réseaux, par exemple French Impact, au niveau interterritorial. Il existe aussi, comme je le disais tout à l'heure, des lieux qui sont un peu éparpillés au niveau des territoires. Par contre, il n'y a pas forcément de politique générale pour aller flécher ces lieux vers des projets d'innovation sociale. Parce que ces lieux, en fait, sur les territoires, peuvent être vraiment des lieux clés où peuvent se rencontrer les entreprises qui vont faire de la RSE, les entrepreneurs citoyens, les employés des entreprises qui ont des idées. Il y a quelques exemples par-ci par-là. Par exemple, sur les Jeux Olympiques, il y a eu ESS 2024. On crée des espaces où les grands groupes peuvent rencontrer des ESS pour derrière faire une logique notamment de au Canot, à la Maison des Canaux, voilà, dans le 19e arrondissement. Et ainsi, avec tout ça, donc, pour accéder à la commande publique sur les JO. Ça, c'est une logique qui devrait être généralisée, mais ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'une part d'avoir cette politique-là vis-à-vis de tous ces lieux, de ces réseaux. Ça implique d'aller former les responsables dans les collectivités territoriales à ces enjeux. C'est-à-dire comment est-ce qu'on forme donc tous les responsables pour savoir identifier les enjeux RSE, les enjeux dans son territoire, et derrière savoir les transformer en des appels à projets qui vont être à même d'être traités dans ces structures d'innovation. Et ensuite, derrière, sur le passage à l'échelle, évidemment, la commande publique est un des plus gros leviers. Il y a une statistique qu'on a sortie donc, dans le rapport où les PME sont 99% de l'activité économique. Dans la commande publique, c'est que 30%. Comment est-ce qu'on augmente cette part-là? Et la commande publique, ici, a un rôle à jouer pour pouvoir passer à l'échelle, comme d'ailleurs l'exemple dans ESS 2024, mais pour pouvoir passer à l'échelle toutes les innovations qu'elle a ainsi aidé à construire. Merci beaucoup, Paul Duhan. On peut l'applaudir. Maintenant, je vais passer la parole à l'OCDE, donc à Romina Boirini. Vous êtes conseillère senior du secrétaire général de l'OCDE et coordinatrice de l'Inclusive Growth Initiative. Concrètement, je voudrais vous faire réagir sur ces 4 propositions. Oui, d'abord, merci de l'invitation. Juste pour dire en fait que je ne suis plus, enfin ce que vous venez de dire, c'est mon ancien poste. Maintenant, j'ai en fait la chance d'être dans une nouvelle mission. Donc, je dirige un nouveau centre qui est vraiment tout nouveau. Ça a été lancé par l'OCDE cet été, justement pour travailler sur les questions de bien-être sociétal et de développement durable. Voilà, je dis juste ça pour peut-être pouvoir me raccrocher à ce que disait Alexandra tout au début de son intervention, c'est-à-dire, je pense que tous les acteurs voient cette accélération, ces mouvements, cette énergie
et on est tous ravis. Donc je pense qu'on le voit le CDE depuis un certain temps, et le CDE a investi encore plus justement dans la création de ce centre. Maintenant, pour revenir à ces belles propositions, merci de les avoir partagées avec le CDE. Je pense que je vais d'abord dire que, évidemment, c'est une démarche qu'on soutient dans l'ensemble. Ce qu'on a aimé dans ces propositions, c'est l'ambition. Donc, elles sont très ambitieuses, elles sont très holistiques, donc elles couvrent vraiment, je dirais, les points clés. Et à la fois, elles sont très précises. Et donc, le CDE, bien sûr, qui arrive toujours avec les données, les statistiques, les modèles, aime bien la précision. Et donc, ce n'est pas simplement des propos de nature générale, mais on va bien dans les détails. Donc, bravo à ceux et celles qui, en fait, ont étudié les dispositifs de loi qui existent aujourd'hui, la gouvernance entreprise et comment tout ça doit évoluer. Donc, d'abord, félicitations à tout le monde. Maintenant, donc, je vais passer, disons, à jouer un peu, le rôle de challenger, avocat du diable. Et donc, je vais peut-être faire deux remarques qui vont plus dans l'essence de comment peut-être réfléchir à faire évaluer davantage ces propositions. Donc, qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui et peut-être qu'est-ce qu'il faut qu'ils arrivent à dire demain. La première, c'est la proposition de créer un directeur au sein des agences étatiques, que ce soit donc, au niveau national, local, etc., donc, qui sont en charge de cette mission, de la mission RSE. Et bien sûr, en soi, c'est une bonne idée. Et ça peut que donner du leadership très fort, encore une fois, à la mission de l'État, mais bien sûr, créer possiblement, de façon, une vraie interface avec les secteurs privés. Donc, c'est une bonne idée. Le seul bémol, peut-être, ou la seule chose à considérer, ce serait de dire comment, du coup, on pourrait articuler les responsabilités de ces nouveaux directeurs, directrices, donc de ces nouveaux postes, avec les responsabilités qui existent déjà. C'est-à-dire que quand vous regardez donc l'UGAP ou d'autres agences, vous avez des postes, en fait, vous avez des missions qui existent déjà et qui sont plutôt labellisées développement durable. Mais essentiellement, toute la question, c'est de dire, si on rajoute, on crée un poste supplémentaire, comment on peut être sûr de mettre en cohérence, justement, pour revenir sur l'idée d'Alexandra, être sûr qu'on ne va pas créer trop de structures, mais que finalement, on arrive un peu à systémiser de façon cohérente. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était sur la question de l'évaluation, qui évidemment est au cœur de tout ce qu'on fait sur la RSE. Et c'est, je dirais, vraiment le nerf de la guerre pour le CDE. Donc le CDE a investi beaucoup sur la question de la mesure d'impact, donc du coup de l'évaluation. Et du coup, par exemple, dans les propositions, il y a vraiment une notion très précise qui est de dire on va modifier un article qui existe aujourd'hui dans la législation en France et en Europe sur la question du lien avec les sujets du marché. Et ça, c'est un point important. Mais si on va modifier ces points-là, justement pour prendre en compte des critères qui vont au-delà du sens du marché, et donc pour prendre en compte toutes les dimensions sociétales, sociales et environnementales, on doit pour être sûr de pouvoir l'évaluer avec des vraies métriques et des métriques cohérentes. Et là, c'est, je pense, une bonne idée, mais peut-être qu'il faut l'appuyer davantage avec, j'ai envie de dire, pas forcément des propositions plus concrètes, mais en tout cas, il faut se rendre compte que les acteurs qui aujourd'hui vont devoir évaluer ou qui vont être évalués sont conscients du fait qu'on n'a pas une seule méthodologie. Donc moi, mon idée en lisant tout ça, c'est de dire comment on pourrait accompagner. Donc vous faites une proposition très importante et il faut peut-être une feuille de route. Donc comment on construit, comment on crée une pratique d'évaluation à partir de choses qui ont déjà été faites. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, imaginez que la commande publique doit évaluer une entreprise qui a décidé de mettre dans son objectif l'égalité homme-femme. On sait aujourd'hui que plein d'entreprises, surtout en France, c'est important de le dire, vraiment ont axé leur politique sur cette notion d'égalité homme-femme. Néanmoins, il faut dire qu'ils le font de façon très différente. Donc, vous avez des entreprises qui, par exemple, ont vraiment des objectifs sur la question d'égalité de salaire. Donc, ils sont en train de faire en sorte que les femmes puissent passer sur des carrières, disons, plus au niveau, disons, plus supérieur, on va dire, dans l'entreprise, etc., qu'on arrive à enlever les barrières, justement, plafond de verre. Etc. Les plafonds de verre, merci beaucoup, voilà, je l'avais en anglais, les plafonds de verre. Et d'autres entreprises, en revanche, qui ne sont pas tellement sous la question de l'égalité salariale, mais sont plutôt sous les questions de mode de travail flexible, ou alors aider, par exemple, sur tout ce qui est pour les enfants, child care, etc. Donc, vous voyez, c'est des efforts que finalement, peut-être, peuvent s'évaluer. Donc, comment on arrive à dire celui-là
est mieux que l'autre, celui-là est plus impactant que l'autre. Donc c'est compliqué. J'ai une petite idée, les résultats, peut-être? Oui, mais enfin, je pense que c'est pas les résultats. Le résultat sur l'égalité femmes-hommes, c'est pas très très compliqué, ou sur l'égalité salariale. Donc à un moment, j'ai des chiffres. Heureusement, c'est autorisé de l'évaluer. Donc on voit aujourd'hui, et justement, je pense ce que moi, je suis ravie que vous challengez parce que ça crée le débat. Après, je suis pas tout à fait, peut-être pas tout à fait alignée parce qu'aujourd'hui, je pense justement qu'il faut passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Et donc le moyen que l'entreprise emploie en fonction de sa culture, son business, comment il fonctionne, c'est à l'entreprise. Après, je voudrais bien regarder le résultat et ça me semble quand même l'indicateur le plus intéressant. Tout à fait, mais c'est exactement mon point. C'est-à-dire que vous aurez des entreprises qui vous disent le résultat, c'est le fait que les gaps salariales s'est réduit ou même devient zéro, et d'autres qui vous diront non, c'est pas ça les résultats. Les résultats, faire en sorte que si simplement avoir un indicateur qui vous dit les femmes sont capables de pouvoir travailler de façon flexible, etc., de réconcilier les temps vie privée et professionnelle. En tout cas, donc on a regardé un petit peu les pratiques qui existent dans un projet qu'on suit et que dont je vais parler par la suite, Business for Inclusive Growth. Et là, la notion, par exemple, d'égalité hommes-femmes, vraiment, c'est traduit par deux choses très différentes. Et les résultats même ne sont pas mesurés de la même façon. Merci, on peut l'applaudir, Romina Guarini. Maintenant, on aimerait avoir le point de vue de notre députée, de Seine-Maritime, Stéphanie Kerbar. Ok, député et député EE. Et donc, pour moi, en fait, le seul résultat qui est valable et challengeable, c'est pas juste le côté de conciliation, vie professionnelle, vie familiale, etc. C'est combien de femmes ont accès au top management, c'est tout. Je veux dire, on peut y aller par le chemin que l'on veut. La seule vérité, c'est ça, c'est quel est le nombre de femmes qui ont accès à l'exécutif. Pour revenir concrètement là, à la question sur l'ensemble des propositions. Laquelle vous inspire le plus, je dirais toutes, je les trouve toutes intéressantes parce qu'elles travaillent sur des axes différents et je dirais que là elles arrivent, certaines par exemple le fait de nommer une personne de nommer un poste auprès du Premier ministre, eh bien certes on va dire oui encore rajouter une fonction, etc. Sauf qu'on sait bien que pour amorcer la pompe, eh bien, il faut un petit peu plus d'énergie. Et donc, missionner quelqu'un, effectivement, qui aurait un regard sur les achats de l'État, sur l'aspect achat responsable, eh bien, ça peut être pertinent. Alors, peut-être pas dans la durée, peut-être pas sur des années, mais en tout cas, même en milieu de mandat, même là, on parle du plan de reprise, on parle de filières importantes, de filières stratégiques, on parle de souveraineté, on parle d'amener de l'argent sur la table pour relancer l'économie. Eh bien, après tout, est-ce que ce ne serait pas le bon moment ? Qui est d'accord dans la salle ? Levez la main. Pour amorcer, en tout cas, la démarche. C'est pas une majorité. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les pratiques d'achat de l'État, il n'y a pas ce n'est pas une non-volonté d'y aller. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit en fait que le Code des marchés publics, en fait, ne sécurise pas les acheteurs. Par exemple, la mieux-disance est permise à hauteur de 20%, si ma mémoire est bonne. Sauf qu'on n'explique pas aussi tout ce qui est possibilité d'ouverture de cahier des charges. Donc, au lieu de dire, bien par exemple, si on passe un appel d'offres, alors je ne sais pas si on prend un exemple concret pour, je ne sais pas moi, aller aspirer un bassin ou quelque chose comme ça dans les travaux publics, eh bien l'idée, ce n'est pas de dire il faudra utiliser telle pompe, tel modèle, qui aura tant de débit, ce que parfois on a tendance à trouver dans les cahiers des charges. Donc du coup, c'est plutôt d'ouvrir ce cahier des charges à la fois même du coup sur les innovations environnementales, etc. Et on s'apercevra que peut-être qu'une entreprise postulera pour effectuer la tâche, mais le process utilisé ne sera pas celui commun, connu aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que les acheteurs ont du mal à exprimer, en fait. Ce qui se passe aussi, par exemple, il y a eu un appel d'offres, en plus, qui a été retoqué il n'y a pas longtemps sur la cour de Nantes, là, mais c'est de dire, attention, quand on veut faire de l'achat de proximité, surtout, ne parlez pas d'achat de proximité, ne parlez pas de kilomètres, etc. Parlez plutôt de délai d'intervention ou d'empreinte carbone, enfin de bilan carbone. Mais
travailler votre cahier des charges pour faire de l'achat responsable sans qu'il soit retoqué. Et donc là, ça demande un petit peu une technicité. Il faut savoir que j'ai été rapporteur sur le projet de loi économie circulaire, et notamment dedans, on a glissé une possibilité de formation pour les acheteurs publics. En tout cas, pour tous ceux qui peuvent avoir accès, qui peuvent être intéressés par l'économie circulaire, que ce soit au niveau local ou national, eh bien, ils peuvent... Combien de personnes ont justement souscrit à cette formation? À cette formation? Pour l'instant, elle vient d'être hâte de savoir, en début d'année, là en février. Ensuite, il y a eu la période un petit peu compliquée qu'on a tous traversée. Donc là, pour l'instant, pour avoir un retour, c'est compliqué. Ce que je voulais également dire, c'est qu'il y a des structures, effectivement, comme vous le soulignez, pour accompagner les acheteurs. Et moi, je suis toujours aujourd'hui administratrice de l'OBSAR, qui est l'Observatoire des achats responsables, et dont les services de l'État au niveau de certains ministères. Parce qu'il faut savoir que ça aussi, tout ce qu'on est en train de raconter là, comme ce que disait Olivia tout à l'heure, Olivia Grégoire, eh bien, ce sont des questions interministérielles. Ce que je voulais dire aussi concernant, par exemple, si on prend l'achat du papier, aujourd'hui, on sait très bien que la filière papier en France rencontre quelques difficultés. Et on dit, mais pourquoi alors l'État n'achète pas du papier recyclé? Enfin, il pourrait. Aujourd'hui, on fait du papier recyclé de très bonne qualité, etc. Eh bien, c'est de dire, en fait, quand on regarde le texte de loi, et ça, c'est peut-être quelque chose qui mériterait d'être bougé, là, c'est notre travail de législateur. En gros, on dit qu'il faut favoriser l'achat de papier recyclé, mais que si... alors je ne sais plus comment c'est écrit, mais en gros, c'est que si on n'en trouve pas, eh bien, favoriser le sourcing sur du papier labellisé. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que beaucoup d'acheteurs vont vers du papier labellisé. Alors, c'est très bien, mais il peut y avoir aussi une autre manière de consommer. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si les achats de l'État ne montrent pas de résultats forcément très probants sur la notion d'achat responsable, il ne s'agit pas d'une question de volonté. Voilà, c'est vraiment une question d'accompagnement, d'écriture aussi de la loi, et notamment le code des marchés publics. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir notre députée. Je vous redonne la parole, Alexandra. Est-ce que vous voulez justement rebondir sur ce que vient de nous répondre Stéphanie Kerbar? Et puis sinon, j'ai une question. Voilà, l'intégration de la RSE dans la stratégie de l'entreprise. Pour vous, selon vous, quels sont les éléments qui permettent d'en juger? Oui, je pense que ça me permet aussi de revenir un peu sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, partout, tout le monde parle de transition écologique, tout le monde parle. Maintenant, on va juger plus sur pièce, on va juger sur preuve, et heureusement. Et donc, je pense que notre capacité à apporter des preuves en tant qu'entreprise, c'est par les résultats. Et le plus ils sont objectifs, mesurés, audités, le mieux on est, le plus on est crédible et transparent. Donc, je pense qu'il y a un enjeu à cela. Mais bien sûr, pour mener cette transformation, il ne suffit pas de l'appeler de ce vœu. Donc, il y a quand même des outils, des manières de faire. Et même si je comprends qu'il y a un découragement par la démultiplication de postes, par la démultiplication de sujets au comité exécutif, je ne vois pas comment ça peut fonctionner si on ne met pas le sujet à la table des grands. Ouais. Donc, ça, c'est une règle de base de la vie de l'entreprise. Et je pense, si on est sincère, on est tous d'accord que... en général, ça fonctionne comme ça. Mais il y a d'autres éléments. Et je pense que ce qui me rappelle la commande publique, un peu le sujet, c'est que c'est vrai que j'avais eu la chance d'avoir un PDG extrêmement visionnaire sur ces questions, qui en 2013 avait dit à l'ensemble de tous les top managers, jusqu'à maintenant, je vous ai demandé de prendre en compte 2 paradigmes. L'Oréal, donc c'est la performance cosmétique de nos produits, et c'est l'équation économique. Et maintenant, je vous demande d'ajouter un 3e paradigme qui est la responsabilité, la durabilité du produit. Et donc, c'est à vous d'arriver à une équation
qui, bien sûr, n'est pas toujours le même, parce qu'on a des enjeux business, on a des contraintes, on a des difficultés, et il ne suffit pas de le décréter. Mais il a demandé à intégrer ces éléments dans cette équation, et donc à trouver un équilibre. Ce qui nous a permis d'arriver aujourd'hui à des résultats. Mais Madame, vous voulez intervenir, comme ça c'est plus vivant. Allez-y. Oui, ce qui vous a poussé, pardon, mais je ne veux pas parler au nom de L'Oréal, mais du coup, concrètement, quand on regarde ce que cette entreprise a fait avec ses décisions, eh bien, clairement, vous êtes aujourd'hui sur un terrain de l'innovation. Notamment, par exemple, je pense à quelque chose qui fait une marque qui fait partie du groupe L'Oréal, concernant un shampoing. Donc tout le monde connaît le shampoing avec la bouteille, la grosse bouteille, voilà, en plastique. Aujourd'hui, L'Oréal a une innovation en fait avec un savon solide dans un packaging carton totalement recyclable. Également, je pense, alors je sais plus si le produit, ça doit être du dentifrice, je crois, mais également en fait dans un tube en carton en fait. C'est crème solaire. Voilà. Donc en fait, le fait de dire attention, maintenant, on va regarder côté social, côté environnemental, mais côté économique aussi. Et comment on continue de servir les clients de manière voilà, performante, agréable, etc. Eh bien voilà, ça pousse à l'innovation. Et pourquoi avoir une direction en fait vraiment sur la RSE située à ce niveau-là? C'est parce que quelque part, tout ça, ça devient en fait une différence concurrentielle en fait. Ça s'inscrit vraiment dans la stratégie de la conduite de l'entreprise. Comment je vais pouvoir me démarquer des autres? Et aujourd'hui, s'il y avait un conseil à donner à des entrepreneurs qui sont en train de, par exemple, en cours de création de leur entreprise. Il y en a beaucoup qui innovent. Il y a beaucoup de slow cosmétiques. On avait reçu d'ailleurs dans notre émission avec. Mais en conseil, c'est OK, vous connaissez votre produit ou vous connaissez le service que vous allez apporter. Maintenant, autour, construisez tout de suite, dès que vous allez vous voir le jour, votre stratégie RSE. Voilà. Merci beaucoup. J'irais presque merci parce que c'est un débat de femmes dans cette. Je ne veux pas faire de publicité, mais ça démontre concrètement sur un produit qui parle à tout le monde ce que ça peut donner. C'est vrai et que ça a demandé bien sûr et je ne prétends pas du tout et on n'est pas du tout à un niveau. Aucune entreprise est parfaite aujourd'hui et je ne revendique et je dirais jamais. On a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver au niveau où on veut être en 2030 avec 100% de plastique recyclé, 95% de matières premières d'origine renouvelable, etc. Donc c'est un chemin. Mais vous avez tout à fait raison, qu'on l'a déjà pris en 2013 en compte, nous permet aujourd'hui d'arriver à des innovations qui répondent à une demande consommateur et qui nous positionnent donc en parallèle très bien sur les marchés. Et je pense en effet cette valeur de l'intégration à tous les niveaux. Et je laisse Paul prendre la suite. Et d'ailleurs, vous trouvez chacun dans votre bag un exemplaire du savon. Non. Du savon solide. mais ça aurait été vrai, ça aurait été beau. Base Impact, structure à mission. Très brièvement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites? Ouais, alors très brièvement, parce que c'est pas forcément le sujet le plus intéressant, mais donc on est une ONG qui a pour vocation d'aller. Parce que vous innovez vous aussi. Voilà. C'est gentil. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. On est une ONG qui a vocation à aller traiter des sujets d'intérêt général par le biais de la technologie. Donc par exemple, on a créé un système qui est basé sur l'intelligence artificielle, avec lequel on a pu accompagner à peu près 250 000 chômeurs en France et ailleurs dans le monde. Ou encore, on a créé des systèmes d'alerte, par exemple, qui ont permis d'alerter plusieurs milliers de personnes qui étaient en risque de contamination du Covid. Et donc tout ça de manière indépendante. Donc c'est open source, c'est ONG, etc. Et pour nous, vous tenez Base Impact ici dans la salle, toujours très intéressant. Ah quand même. Ah quand même, une petite dizaine. Bon, bah, c'est super. Et non, c'est super parce que en fait, dans ce spectre, puisqu'on parle beaucoup des entreprises à mission, nous on est une ONG. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a besoin d'être une ONG pour faire de l'intérêt général. Il y a plein d'exemples effectivement que c'est pas le cas. Pour nous, ce que ça veut dire concrètement, c'est que la raison principale de l'existence de notre organisation, c'est l'intérêt général. Donc ça veut dire que si on fait pas l'intérêt général, on arrête de bosser. Et puis il y a d'autres carrières qui sont possibles. Et d'autre part, dans la conduite quotidienne de ce qu'on fait. Tout est fait non pas pour aller enrichir des investisseurs, mais tout ce qu'on fait en fait appartient au domaine public. Pour nous, c'est une question plutôt d'ownership, c'est-à-dire que tout ce qu'on crée, toute la propriété intellectuelle des solutions
des problèmes de société, on pense que ça doit appartenir à tout le monde, d'où le côté ONG. Et je me permets juste du coup de rebondir sur ce que disait Stéphanie. On a vocation dans ce cadre à travailler beaucoup avec la puissance publique. On a vu à la fois des choses qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que dans, par exemple, lorsqu'on a travaillé sur l'emploi, on a pu collaborer avec, dans des structures d'innovation, avec le Liberty Living Lab, on a pu bosser avec Pôle emploi qui a aussi une certaine ouverture sur certains sujets. On a vu aussi parfois les limites de l'exercice où en fait on sent parfois qu'il y a une sorte de cloison où la puissance publique a du mal à prendre quelque chose qui vient de l'extérieur et le passer à l'échelle. On a plein de pilotes, ce qui est très bien. Mais il y a un peu une sorte de maladie où on fait que des proof of concept et derrière en fait on les passe jamais à l'échelle. Donc ici il y a quelque chose à aller résoudre et effectivement comme tu le disais sur la commande publique, en fait on voit bien qu'il y a un sujet des fois c'est pas par manque de volonté, c'est juste qu'il y a un marché public qui dit bon voilà en fait nous on a besoin d'un système qui fait ci qui fait ça voilà pour alerter les usagers qui peuvent avoir le Covid. Il y a ça dans le cahier des charges. Et en fait il n'y a pas de place pour des gens qui viennent de l'extérieur de dire ah ben en fait voilà, je suis parti de quelque chose d'autre. Nous, on s'est dit qu'en fait, si on permettait à, je sais pas, à chacun d'aller alerter ses proches, ou si on réfléchissait à quelque chose, par exemple, dans le cas du chômage, ça ne rentre pas forcément dans les cases de ce qui existe, mais on se dit, tiens, ce serait bien qu'il y ait un outil d'accompagnement digital pour les gens, pour le faire à distance, etc. Voilà, ça ne rentre pas dans les cases, et du coup, on a du mal à le faire passer. Et donc s'il y a un message pour moi à faire passer, c'est aussi que le service public, c'est quelque chose qui est l'affaire de tous. Faut qu'on arrête, c'est ça. Mais il y a aussi le critère du prix, non? Que c'est le seul réel critère dans la commande publique, hein, c'est quand même le prix. Oui, mais après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne cote pas tous les côtés, les externalisations négatives, etc. Donc effectivement, on a l'impression que le prix, c'est comme ça, sauf si on remettait au regard toute la préservation de l'emploi, des risques environnementaux, etc. Et bien on s'apercevrait qu'au final, c'est l'inverse, quoi, que la courbe serait inversée. Donc, voilà. Et là, mais qui ne rentre pas dans les cases. C'est une table ronde rebelle. Hein. Non, mais juste pour rebondir une dernière fois, on adore. C'est toute la question également de l'économie circulaire, en fait, qui aujourd'hui ne rentre dans aucun... Le business model pour créer une activité en lien avec l'économie circulaire, c'est très compliqué. Parce on découvre tout, en fait. Moi, je suis pro-économie circulaire. Pour terminer, Romina, un dernier point, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu pour conclure cette table ronde. Du coup, voilà, j'en profite pour faire la publicité d'une initiative. L'Oréal en fait partie et d'autres entreprises qui sont à la salle aujourd'hui. B4IG, voilà. Qui en fait est un peu l'équivalent de Fashion Pact, mais pour les côtés sociaux. Et donc c'est une initiative qui a été sponsorisée par le président Macron, a été lancée lors du G7 l'année dernière. Et donc c'est une initiative qui travaille sur des choses très concrètes pour arriver avec des indicateurs, donc des mesures, enfin toute la question de comment on mesure l'impact, comment on évalue et on value de façon globale vraiment l'effort des entreprises, définir aussi des objectifs. Donc, on a des groupes de travail qui vraiment sont axés sur des questions plus précises, par exemple la question des droits humains, la question de l'inclusion, la question de l'investissement des entreprises des territoires, mais les groupes de travail, vraiment tous les entreprises, parce que c'est vraiment une initiative qui est portée par les entreprises. Le CDE est là pour l'accompagner, mais c'est les entreprises qui font ce travail-là. Donc, concrètement, s'assoient et ensemble décident quels objectifs, quelles cibles fixer et comment y arriver. C'est enfin une grande plateforme qui permet un dialogue important avec les pouvoirs publics. Je pense dans la continuité de ce que Bruno Le Maire disait, mais aussi Olivier Grégoire ce matin, cette notion de je pense d'engagement réciproque finalement. Initié par Danone, c'est ça, avec vous? Oui, donc Danone en fait c'est le chef défi, c'est-à-dire c'est Emmanuel Faber qui quelque part donne un peu la vision inspirante à toute cette initiative, mais il y en a d'autres. Hein, on est 40. Société à mission, etc. Et B4G qui veut dire Business for Inclusive Growth. C'est ça. Merci beaucoup. On peut applaudir cette table ronde avec beaucoup d'énergie.